Donc, bonjour à tous, je m'appelle Julie Grèze, je suis chercheuse au laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles, qui est un laboratoire INSERM et qui est situé à l'École normale supérieure à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction interpersonnelle des expressions émotionnelles, ou un peu comment l'émotion peut motiver notre action. Donc, une des questions qu'on se pose dans notre équipe, c'est pourquoi les expressions émotionnelles existent-elles et pourquoi surtout elles ont perduré au cours de l'évolution. Et il existe des propositions dans la littérature, et notamment il y a un modèle qui existe à 2 étapes de l'évolution des expressions émotionnelles qui propose que dans un premier temps, ces expressions émotionnelles ont été développées et elles ont une fonction qu'on va appeler intrapersonnelle, donc pour celui qui ressent ou qui a l'expérience de ces émotions. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction intrapersonnelle ? C'est l'idée que quand vous avez une expérience émotionnelle, que vous ressentez une émotion, les expressions émotionnelles que vous allez émettre vont avoir une fonction de modifier votre prédisposition à la perception et à l'action. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'expression de peur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'expression de peur va augmenter votre champ de vision. Donc, si on prend ici le champ de vision qu'on a quand on a une expression neutre et qu'on compare à ce qui se passe quand vous exprimez la peur, comme ici, votre champ de vision va être augmenté. Et Susskind, qui est un chercheur, a aussi montré que non seulement notre champ de vision augmente, mais on a aussi une augmentation de notre volume nasal. Alors pourquoi ? En fait, quand on exprime la peur, ça veut dire qu'on est face à un danger potentiel. Et dans ce cas-là, en fait, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et notre expression faciale de peur va justement nous permettre d'acquérir plus d'informations sur notre environnement. Alors, est-ce que c'est vrai pour toutes les expressions émotionnelles ? Eh bien non. Maintenant, si je regarde par exemple l'expression du dégoût, c'est l'inverse. Quand on exprime le dégoût, on va avoir une diminution de notre champ visuel et aussi une diminution de notre volume nasal. Et là, c'est le contraire. On est aussi face à une forme de danger, mais l'idée, c'est qu'il faut éviter tout contact entre notre corps et ce qui a provoqué le dégoût, d'où la fermeture de tous nos canaux sensoriels pour éviter ce contact. Donc ça, c'est une façon de montrer que ces expressions émotionnelles, elles ont une fonction intrapersonnelle pour vous-même quand vous êtes en train de faire une expérience émotionnelle. Mais le modèle nous explique, ce modèle à 2 étapes, nous explique qu'au cours de cette évolution, justement, après, ces expressions émotionnelles vont avoir en fait une autre fonction qui est une fonction de communication. Et je vais surtout vous parler de cette fonction de communication aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de communication et qu'est-ce que ça implique surtout quand on exprime une émotion? En fait, on va informer, on va communiquer des informations qui sont pertinentes pour l'interaction sociale et notamment, on va donner des informations quant à notre état émotionnel, bien évidemment, mais aussi notre intention et l'évaluation de notre situation. Quand j'ai peur, par exemple, c'est que j'ai évalué que dans mon environnement, il y avait un danger. Mais cette information, si elle sert de communication, c'est qu'elle a pour idée d'influencer le comportement d'autrui. Alors, ce que nous dit l'évolution, c'est qu'un signal de communication, il ne peut perdurer que si, en face, celui qui va décoder le récepteur, il est capable effectivement de décoder ces informations et surtout aussi d'adapter son comportement. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder, c'est comment les expressions émotionnelles communiquent des informations et vont influencer le comportement. Et du coup, comment moi, en tant qu'observateur de vos expressions émotionnelles, je les décode et j'adapte mon comportement. Donc la première chose qu'on peut faire, on peut faire une prédiction de ce modèle de communication. L'idée, c'est que plus l'information va être pertinente et plus je devrais être capable de décoder cette information, mais aussi d'adapter mon comportement. Donc, comment on teste ça ? Il va falloir, dans un premier temps, Nathalie en a parlé très bien tout à l'heure, faire justement monter un protocole expérimental et se poser la question de comment on joue sur la pertinence des expressions émotionnelles.
Alors, pareil, Nathalie en a parlé tout à l'heure, une façon assez facile de moduler la pertinence d'une expression émotionnelle, c'est d'associer un regard différent à la même expression émotionnelle. Donc ici, si je vous montre, alors c'est vrai, je ne vois pas du tout mon pointeur, effectivement, donc c'est au hasard. Ici, c'est une expression de colère avec le regard dévié, et ici avec le regard direct. Et si vous regardez celui qui vous regarde, c'est tout de suite beaucoup plus pertinent que celui qui regarde sur le côté. Si on est la cible de la colère de quelqu'un, en général, on trouve ça assez pertinent et on va répondre à cette émotion. Donc au laboratoire, c'est une des manipulations qu'on a utilisées pour jouer sur la pertinence des expressions émotionnelles. Et ensuite, on présente ça à des sujets, on présente ces expressions émotionnelles avec un regard direct ou dévié, et on va enregistrer l'électroencéphalographie. Donc ça, on va utiliser l'EEG pour enregistrer l'activité du cerveau à la surface et regarder comment ces expressions sont décodées. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est un travail qui a été fait avec Marwa Elzein, qui a fait sa thèse avec moi, et Valentin Viard, qui est un autre chercheur au laboratoire. Ce qu'on a montré, la première chose qu'on voit, c'est que l'information émotionnelle qui est pertinente pour moi, observateur, par exemple la colère qui est dirigée vers moi, eh bien, elle est mieux encodée et plus rapidement que l'information qui est moins pertinente. Donc ça, c'est juste des graphes, mais pour vous montrer, c'est le décours temporel. Donc on a la présentation du visage ici, et là, c'est le décours du temps. Et si on regarde les tracés orange qui sont les informations pertinentes, on voit qu'elles sont mieux encodées et très rapidement, c'est en moins de 200 millisecondes. Et tout à l'heure, Nathalie vous a parlé de reconstruction de source. Merci pour l'introduction de tout ça. On peut reconstruire la source de ces activités et on voit que c'est dans des aires visuelles et STS qui sont des aires de traitement justement du visage. Donc la première chose, c'est que très rapidement, l'information va être traitée et elle va être mieux traitée si elle est pertinente pour moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment j'adapte mon comportement. Donc en plus de regarder ce qui se passe dans ces aires de traitement du visage, on est allé regarder ce qui se passe au niveau du cortex moteur. Le cortex moteur et le cortex prémoteur, c'est les régions qu'on utilise quand on réalise des mouvements, quand on planifie nos mouvements. Et donc, on est allé regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Et là, surprise, ce qu'on voit, à nouveau en 200 millisecondes, c'est que les signaux pertinents sont encodés au sein des régions motrices, toujours très, très rapidement, en 200 millisecondes, c'est vraiment très rapide. Et l'activité au sein de ces régions motrices, ici, donc c'est à ce niveau-là, en haut de notre cerveau, elles vont en plus nous permettre de prédire quel bouton va être appuyé par notre sujet. Donc ça va nous permettre de prédire même quelle est la réponse que va donner notre sujet. Donc ça, c'est une première idée pour dire que face à des émotions, et notamment face à des expressions émotionnelles qui sont pertinentes pour vous, on a une forme de préparation motrice de ce qu'on pourrait répondre face à cet événement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pertinence de l'information, elle dépend de qui l'on est. Bon, il y a des différences interindividuelles et je vais vous en montrer quelques-unes maintenant. Par exemple, dans l'expérience de Marwa, ce qu'on a vu, c'est que si aujourd'hui je vous fais répondre à des questionnaires d'anxiété, ici on n'est pas forcément dans de l'anxiété clinique, mais on a tous des niveaux d'anxiété plus ou moins différents. Moi, je suis une grande anxieuse, par exemple. Donc, je ferai partie des gens qui ont des scores d'anxiété plutôt hauts et on pourrait diviser cette salle en personnes qui ont des scores d'anxiété plutôt bas et des scores d'anxiété plutôt hauts. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau du cortex moteur, justement au niveau de ce signal de préparation motrice, les gens qui ne sont pas très anxieux, ils ne font pas trop la différence entre ces conditions. Mais les gens qui sont très anxieux, ils vont avoir une préparation motrice très forte, justement, quand la colère est dirigée vers eux. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des différences entre nous, des différences interindividuelles de traitement, et une même condition ne va pas provoquer la même chose chez nous tous. Une autre façon de regarder ça, c'est que là, on a regardé deux conditions. Il y a la colère directe et la colère avec un regard dévié. Mais ce qu'on sait, c'est que si je vous montre juste, par exemple, cette colère ici, directe, ça c'est quelque chose qu'on sait dans la littérature,
En général, on peut enregistrer au niveau cardiaque une décélération cardiaque, d'accord, chez la plupart des sujets. Et si en plus vous êtes debout sur une plateforme c'est la plateforme qu'on utilise dans les jeux vidéo maintenant, mais ça peut enregistrer votre posture. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si je vous présente une image de quelqu'un en colère, vous allez avoir une immobilité, c'est-à-dire que vous allez moins bouger. On appelle ça le freezing chez la souris, mais ça provoque cette immobilité corporelle et cette décélération cardiaque. Ça, c'est chez la plupart des gens. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'à nouveau, il y a des différences interindividuelles. Et chez certains, donc chez la plupart, il y a cette décélération cardiaque et il n'y a pas d'activité au niveau de ce cortex prémoteur de préparation motrice. Mais chez d'autres personnes, c'est le contraire, il va y avoir une accélération cardiaque, d'accord ? Et chez ces personnes-là, on va enregistrer ce signal de préparation motrice. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la pertinence d'un même signal émotionnel ne va pas être la même. Et chez certains, ça va provoquer justement cette préparation motrice peut-être à l'action. Donc ça, c'est une première chose que je vous ai montrée, mais vous pourriez me dire, bon, d'accord, mais là, toutes les études que vous nous montrez, en fait, il s'agit d'observations passives, d'expressions émotionnelles, ou bien c'est des tâches de catégorisation, il n'y a pas vraiment d'action. Donc comment on répond à ça ? Donc comment on met en place des tâches qui nous permettent de voir comment on adapte son comportement de façon un peu plus précise ? Donc la première chose, c'est que nous, on a l'hypothèse que quand on perçoit ces expressions émotionnelles, eh ben, ça va générer chez nous une tendance motivationnelle, un état de préparation à l'action, par exemple, d'approche et d'évitement. Alors avant de vous montrer comment on teste ça au laboratoire, je fais une petite parenthèse pour définir ce que c'est que la motivation. La motivation, c'est une force qui met le comportement en mouvement. Et souvent, elle est définie comme la fonction qui oriente et active le comportement selon deux attributs. La première chose, c'est le contenu, c'est le but de votre action, d'accord, qui va déterminer aussi la direction du comportement que vous allez adopter, approcher ou éviter, par exemple. Et puis, il y a la quantité, c'est la valeur du but de ce que vous voulez atteindre, qui va déterminer aussi l'intensité de votre comportement ou l'effort que vous pourriez mettre dans ce comportement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on définit un comportement dirigé vers un but lorsqu'il est justement motivé par la valeur des conséquences potentielles anticipées. Alors ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. On va imaginer qu'ici vous avez un but, par exemple, allez vous acheter un donut et la valeur, c'est une récompense, d'accord ? C'est quelque chose qui est bon et du coup, comme vous anticipez quelque chose qui est plutôt bon, et ben, l'anticipation de cette conséquence va faire que ça va vous motiver à aller jusqu'au magasin pour aller acheter le donut dont vous rêvez depuis ce matin. Donc ça, c'est comment on peut définir la motivation. Et là, je fais un petit signal très, très particulier à Thomas pour son donut de ce matin. Alors, comment on met ça en place au laboratoire ? Donc ça, c'est merci à Emma Villarem qui se trouve juste là, devant moi. Elle a fait sa thèse avec moi et en collaboration avec Rory Harmony, qui est un chercheur à McGill au Canada. Donc, on a réfléchi à une tâche qui nous permettrait de tester cette adaptation comportementale. Et on a mis en place la tâche qu'on appelle la tâche de la salle d'attente. Ça pourrait être vous en train de monter dans le métro tous les matins. Mais l'idée, c'est il faut aller assez vite et il va falloir décider si vous voulez aller vous asseoir à droite ou à gauche. Donc c'est un peu ce qu'on fait. On demande aux gens, on va vous présenter cette scène et on va vous demander très rapidement justement de nous dire est-ce que vous voulez vous asseoir à droite ou à gauche ? Alors, on est en laboratoire, donc en plus, on leur demande de fixer cette petite croix, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, les gens vont, par exemple, nous indiquer qu'ils veulent aller s'asseoir à droite. Et pour un peu rendre les choses un peu plus réalistes, même si ce n'est pas complètement réaliste, on est d'accord, on va mettre leur photo sur la chaise à laquelle qu'ils ont choisi. Ça rend les choses un peu plus chaudes, un peu plus... Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette tâche, on manipule l'expression émotionnelle d'une des deux personnes qui est présente dans la salle. Donc, par exemple, ici,
on a une des deux personnes va exprimer la colère et l'autre va être neutre. Et ça nous permet justement de varier le contenu. Donc ici, on peut avoir un but, c'est d'approcher ou d'éviter cette personne. Donc ça va engendrer la direction, ça va déterminer la direction de notre comportement, d'accord? Et puis tout à l'heure, Nathalie vous parlait de l'intensité des émotions. Ici, justement, on a fait des morphes d'expression émotionnelle entre neutre et colère, et comme ça, on a plusieurs niveaux d'intensité de la colère, et on va pouvoir déterminer combien ça influence justement l'intensité du comportement. Donc, l'hypothèse qu'on a, parce que quand on fait de la science, non seulement on a des prédictions, mais enfin on a des hypothèses, on fait des hypothèses et on teste ces hypothèses. Donc l'idée qu'on avait avec Emma, c'était si effectivement ces expressions émotionnelles ont une fonction de communication, alors la réponse comportementale de l'observateur devrait refléter la fonction sociale de l'émotion émise. Alors quels sont nos résultats ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a vu, c'est que ces expressions émotionnelles, souvent, elles n'étaient pas perçues consciemment par l'observateur. Ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on voulait faire. En les forçant à répondre assez rapidement et en ne disant jamais qu'il y avait des émotions, la plupart des gens rapportent qu'ils n'ont rien vu, en fait. Mais ça va quand même influencer leur choix d'action en fonction de la signification sociale. Et ce qu'on a vu, c'est que la colère, qui signale une intention agressive, pousse l'observateur le plus souvent à s'éloigner de cette source de danger. Mais la peur, qui est un signal plus ambigu, parce qu'en fait, elle dit non seulement qu'il y a un danger dans l'environnement, mais c'est aussi un signal d'affiliation, c'est aussi un signal de détresse. Et du coup, on voit qu'il y a une préférence un peu moindre entre justement l'évitement et l'approche par rapport à la colère. Alors, ça, c'est pour vous montrer les résultats de façon un peu plus scientifique. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on a un niveau d'intensité haut de colère, on va plus s'éloigner que quand on a une intensité basse. Et c'est pareil pour la peur, mais c'est surtout qu'on évite beaucoup plus la colère que la peur. Alors, là, je vous ai décrit un comportement, mais je ne vous ai toujours pas expliqué quels sont les processus qui sont à l'origine justement de cette adaptation comportementale chez nos observateurs. Alors aujourd'hui, on a des modèles computationnels qui nous permettent un peu de déterminer quels sont les processus décisionnels qui sont impactés en présence d'une expression émotionnelle. N'ayez pas peur du schéma que je vais vous présenter. Je vais vous l'expliquer un peu mieux après. Mais l'idée, c'est que ici, on a deux chaises et chacune des deux chaises, d'accord, nous permet, par exemple, d'éviter ou d'approcher. Alors, on peut décrire ce processus des décisions de deux manières. Il y a deux processus importants. Il y a un premier qui est ce qu'on appelle une accumulation d'évidence. N'ayez pas peur, c'est rien, c'est juste, je regarde l'information qui est autour de moi et je vais accumuler des évidences qui vont me pousser soit à éviter, soit à approcher, d'accord? Et ça, c'est mes petites lignes bleues ou rouges. Il y a des évidences pour « il vaut mieux que j'approche » ou « il vaut mieux que j'évite ». Et ça, c'est un processus qu'on dit être justement dirigé vers un but, d'accord? Et puis, il y a d'autres processus qui sont plutôt du type réflexe, on appelle ça des biais. L'idée, ça serait que, par exemple, à chaque fois que vous voyez quelque chose de négatif, vous allez l'éviter. Donc ça, c'est juste une réponse réflexe à un stimulus qui est négatif. Et donc, en fait, on peut construire des modèles computationnels pour interroger ces deux processus et demander lequel est en jeu dans cette tâche spécifique. Et la réponse, c'est celui-là. C'est que ce que ça nous dit, c'est qu'au cours de cette tâche de décision entre nos deux chaises, il se passe un changement au niveau de ce processus d'accumulation d'évidence. Alors, j'ai essayé de vous l'imaginer, de vous l'imager un peu différemment. Donc ça, c'est quand je vous présente cette scène. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on a deux plans d'action possibles. On a deux chaises.
Et ce que Paul Cizek nous a dit, c'est un neurophysiologiste qui travaille chez le singe, il a démontré qu'en fait, quand on a deux actions potentielles dans l'environnement, eh ben, notre cortex prémoteur, là, notre système moteur, est capable de préparer ces deux plans d'action en même temps. C'est fascinant. J'arrive à avoir mes deux plans d'action qui sont prêts dans mon environnement, dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, comme Nathalie l'a bien expliqué, très rapidement est capable de traiter l'information émotionnelle du visage. Et ce traitement émotionnel va faire qu'on va évaluer et comparer la valeur de nos deux conséquences potentielles, qui sont nos deux choix d'action. Et ça, on a démontré que ça se passait à nouveau très rapidement, puisqu'en 200 millisecondes, cette comparaison des conséquences de nos deux chaises est faite. Et du coup, ça va biaiser notre décision vers une des deux chaises qui a une conséquence plus désirable. Alors, comment on montre que cette conséquence est désirable? Par exemple, on regarde ce qui se passe quand la photo de notre participant arrive sur la chaise. Ce qu'on voit, effectivement, c'est au niveau neural, on a un engagement des systèmes de récompense. Donc, ça nous dit qu'effectivement, quand on a réussi à éviter la colère, c'est une forme de récompense. Ce n'est pas tout à fait un donut, mais quand même, il y a un signal de récompense au niveau de mon cerveau qui me dit que j'ai fait le bon choix. Alors, comme tout à l'heure, il y a des différences entre les gens. Là, je vous ai parlé d'un calcul de valeurs, une anticipation des valeurs, mais on n'a pas tous la même notion de valeur, et donc forcément cette attribution de valeur aux conséquences de mes actions, elle va dépendre à nouveau de qui l'on est et par exemple de notre humeur. Donc on a fait une étude en collaboration avec l'armée d'ailleurs, et où eux, ils n'hésitent pas trop à prendre des gens et à les empêcher de dormir toute une nuit, donc ils leur font passer une nuit blanche. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé notre tâche après une nuit correcte de sommeil et puis après une nuit blanche. Et on regarde ce qui se passe au niveau de ces sujets qui sont donc déprivés de sommeil. La première chose qu'on voit, c'est que la privation de sommeil a provoqué une diminution de votre humeur positive. Elle n'a pas eu d'impact sur votre humeur négative, mais par contre, vous avez moins d'humeur positive. Donc, si je vous demande de donner des mots positifs, moins souvent, vous allez les donner spontanément. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que si vous regardez en haut, c'est les mêmes résultats que tout à l'heure. En fonction de l'intensité de l'émotion, ça c'est quand on a bien dormi, on va plus éviter la colère intense que basse, et c'est pareil pour la peur, même si c'est moins important que la colère. Donc ça, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand j'ai eu une privation de sommeil? Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la colère, qui est quand même un signal assez pertinent en termes de danger, il n'y a pas de problème après des privations de sommeil, mais il se passe quelque chose quand même d'assez fort au niveau de la peur. Les gens n'ont plus aucune préférence, même avec une intensité de peur assez haute. Donc la déprivation de sommeil va affecter nos décisions face à des signaux ambigus tels que la peur. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus la privation de sommeil a provoqué cette diminution d'humeur positive, et moins les gens vont éviter la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire que la privation de sommeil va impacter votre humeur positive, qui elle-même va impacter vos décisions en contexte social, et notamment, ce qu'on voit, c'est face à des signaux qui sont ambigus socialement. Et là, ça a peut-être des implications pour toutes les personnes qui travaillent la nuit, et je pense aux médecins, aux infirmières, aux gens qui passent des nuits entières et qui, le lendemain, doivent être quand même là, et qui, au cours des interactions sociales, il faut être conscient que potentiellement nos décisions peuvent être affectées. Donc ça, c'était une façon de manipuler votre humeur. Il y a eu un autre type de trouble d'humeur que je ne manipule pas, qui est en pathologie, et notamment chez les gens qui sont déprimés. Donc les gens qui sont déprimés
On dit qu'ils ont un trouble de l'humeur qui est caractérisé notamment par la perte de plaisir ou d'intérêt, donc on appelle ça l'anédonie dans notre jargon, et par des déficits d'utilisation justement des informations affectives pour guider son comportement. Alors, on n'a pas résolu la dépression, hein, c'est en discussion, il y a plein d'hypothèses. J'ai besoin de boire un peu, mais il y a 3 grandes hypothèses distinctes. La première hypothèse, c'est que ces personnes pourraient avoir une plus grande sensibilité aux stimuli négatifs. Ça veut dire qu'on aurait une augmentation de ce qu'on appelle le système motivationnel aversif et donc plus d'évitement. On va éviter les situations parce que tout ce qu'on reçoit, on va l'interpréter négativement. Une deuxième hypothèse, c'est qu'on aurait au contraire une moins grande sensibilité aux stimuli positifs. Et du coup, en fait, les choses sont moins récompensantes. Et comme elles sont moins récompensantes, on va moins approcher, on va moins aller faire de l'interaction sociale parce qu'elles sont moins récompensantes pour nous. Et enfin, il y a une troisième hypothèse. Ça, c'est évidemment, je simplifie la littérature, mais c'est que on aurait un déficit et de notre système motivationnel aversif et appétitif. Donc, en fait, les signaux positifs et négatifs seraient atténués de toute façon, moins motivants de façon générale. Alors, pour aller tester un peu ces hypothèses, on a repris notre tâche, mais cette fois-ci, on a comparé des situations où il y avait quelqu'un qui était en colère, et là, au lieu d'avoir la peur, on a des situations où une des 2 personnes allait exprimer la joie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est des résultats que je viens de finir d'analyser, donc ils ne sont pas encore publiés. Je préviens parce que c'est toujours critiquable. Et qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est que les participants déprimés qui sont en bleu, même s'ils sont un peu moins hauts que les sujets non déprimés, en fait, il n'y a pas de différence significative. Ils vont éviter tout autant la colère que les personnes non déprimées. Mais qu'est-ce qui se passe quand on parle de la joie? Ce qu'on voit, c'est que les participants déprimés, ils vont beaucoup moins approcher la joie que les personnes non déprimées. Et ce qu'on voit, c'est que si cette fois-ci, au lieu de vous présenter juste quelque chose de catégoriel comme ça, mais je regarde cette proportion d'approche en fonction de la sévérité de la dépression, eh bien, on peut voir que plus les patients sont déprimés et moins ils approchent la joie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a ce trouble de l'humeur ici, eh bien, être assis à côté d'une personne qui exprime la joie, c'est une conséquence qui est moins récompensante, moins désirable, et du coup, les personnes vont être moins motivées à mettre de l'effort pour aller approcher autrui. Alors là, je demande... J'ai le temps? Ok. Donc, c'était... Je ne sais... Pardon. Alors... la dernière partie, il y a une grande question, c'est si ces conséquences-là ont une valeur pour vous, elles sont désirables ou indésirables, est-ce qu'on peut apprendre simplement à partir de ces conséquences en contexte conscient? Est-ce que nos conséquences socio-émotionnelles nous permettent d'apprendre à nous comporter dans la vie de tous les jours? C'est pas facile à tester en laboratoire. Donc, on vient de finir une étude où on a essayé de tester cette idée de est-ce qu'on peut apprendre simplement à partir de ces conséquences sociales. Donc, vous avez l'impression que c'est la même tâche toujours, mais il y a un petit changement quand même. Là, c'est toujours pareil. Je vais vous demander de choisir de vous asseoir à droite ou à gauche, toujours en fixant ma petite croix là entre les deux. Mais cette fois-ci, il y a une grande différence, c'est qu'au moment de votre choix, il n'y a pas d'émotion. Alors, c'est un peu difficile. Ce que je vous ai expliqué, c'est que ça veut dire que je n'ai pas grand-chose pour anticiper ou pour changer la valeur de mes chaises, puisque les 2 personnes ont une expression neutre. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais vous demander, par exemple, de dire, cette personne va dire « je veux m'asseoir à droite ». Juste après, je mets un petit masque. Ça, c'est pour éviter qu'il voit trop ce que je suis en train de manipuler. Et juste après, ce qui peut se passer, dans 80% du temps, quand ils ont répondu avec... Je vois pas ma... Quand ils ont répondu à droite, dans 80% du temps, eh ben, une des 2 personnes va se mettre à exprimer la colère
loin d'eux. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi, ils ont évité quelqu'un qui exprime la colère, d'accord? Mais dans 20% du temps, même quand ils ont choisi cette place à droite, la personne à côté d'eux va exprimer la colère. Donc l'idée, c'est de savoir si, avec ces probabilités qui changent, parce qu'elles changent tout le temps, ça je vais vous montrer ce qui se passe au cours de l'expérience. Par exemple, pendant 25 essais, la chaise ici va faire que vous allez éviter cette personne, d'accord? Puis au bout de 25 essais, je ne suis pas sympa, je change la contingence. Et donc cette fois-ci, c'est la chaise de gauche qui va vous donner des conséquences désirables et plus la droite. Et mon idée en faisant ça, c'est de voir si les gens sont capables d'apprendre, à partir des conséquences socio-émotionnelles, à adapter leur comportement. Si c'est un signal suffisant pour qu'ils apprennent à changer leur comportement au cours de la tâche. Alors, on a rendu cette tâche compliquée parce qu'on leur dit « choisissez une chaise ». On ne leur dit jamais qu'il y a des émotions dans cette tâche. On ne leur dit pas qu'il y a les probabilités qui changent. On ne leur dit même pas qu'il faut apprendre quoi que ce soit. On leur dit juste « choisissez une chaise ». Et notre prédiction, c'était que justement, si ces conséquences socio-émotionnelles sont importantes, je vais être capable d'apprendre. Et même de façon inconsciente. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement, donc si on s'intéresse d'abord à ce graphe-là bleu, on voit que les participants apprennent spontanément quelle est l'action qui permet d'obtenir la conséquence la plus désirable, c'est-à-dire éviter la colère. Ce n'est pas un apprentissage faramineux, mais quand même, ils sont un peu au-dessus de la chance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, là, en bleu, même s'ils ne sont pas très loin de la chance, ils sont significativement au-dessus de la chance, ils ont appris de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'à la fin de l'expérience, on leur a dit « Est-ce que vous avez vu quelque chose ?» « Non, j'ai rien compris. » J'ai continué à choisir, mais nous, on a vu qu'ils avaient commencé à développer au cours de la tâche une préférence pour la chaise qui leur permet d'éviter la colère. Et ce qui est intéressant, et ça, c'était pas prévu, c'était pas prédit, c'est que 30% des gens vont développer une stratégie explicite, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expérience, ils vont nous dire « j'ai compris ». À chaque fois que j'appuyais sur cette chaise, j'avais quelqu'un qui était loin de moi et du coup, je choisissais ça. Et eux, évidemment, ils ont développé un apprentissage qui est bien meilleur parce qu'ils ont réussi à expliciter la règle. La deuxième chose qui est intéressante entre ces deux groupes, c'est que les gens qui n'ont pas développé de stratégie explicite, donc qui ont appris de façon plus ou moins inconsciente, ils n'apprennent que des conséquences désirables. On voit que quand ils sont à côté de la colère, ils ne changent pas vraiment leur comportement, mais s'ils sont arrivés à être loin de la colère, c'est un signal positif et ils apprennent à partir de ce signal-là. Alors que les gens qui ont développé une stratégie explicite, eux, ils apprennent autant de « j'ai évité la personne » que « je l'ai approchée ». Donc le signal positif et négatif et les conséquences désirables et les conséquences indésirables sont prises en compte par ces gens-là et du coup, c'est probablement pour ça qu'ils apprennent mieux. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça veut dire qu'on est capable d'apprendre de ces conséquences socio-émotionnelles. Ça nous permet d'apprendre à adapter notre comportement en contexte social, et même si on n'en a pas conscience. D'accord ? Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai bien fait comprendre que les expressions émotionnelles ont une fonction de communication, et elles ont perduré au cours de l'évolution, non seulement parce qu'elles nous communiquent des informations qui sont importantes pour notre interaction sociale, mais parce que aussi, de l'autre côté, au cours de cette évolution, on a appris à décoder ces expressions émotionnelles et à adapter notre comportement en fonction de justement la signification de ces émotions. Et je voudrais vous remercier pour votre attention et je remercie aussi toute mon équipe sans laquelle tout ça n'existerait pas. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup. Alors j'ai une petite question, je ne sais pas si je vais être assez compréhensible. Je voulais savoir si c'est inné le fait d'être dans l'évitement ou alors dans l'approche et si ça, justement, ça se travaille. Alors, là on arrive dans les débats entre scientifiques.
Donc aujourd'hui, je vous ai présenté, j'aurais dû commencer par là, j'aurais dû vous dire, aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est mon avis, mon opinion et ma lecture de la littérature sur ce sujet-là. Il y a des gens qui ne vont pas avoir le même point de vue que moi. Donc, je vais essayer de... Si je m'appelle X, qui est un autre chercheur, je vous dirais que la réponse aux expressions émotionnelles va être de type réflexe, automatique, d'accord? Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, même si c'est contrôlable. Donc, il y a la théorie un peu dominante, il ne faut pas que je m'éloigne, et en même temps, j'ai les lumières dans les yeux, donc j'ai du mal à vous voir. La théorie dominante dit que quand je perçois un signal émotionnel négatif, effectivement, ça va engendrer de façon automatique de l'évitement, d'accord? Et que ce que j'ai appelé les processus dirigés vers un but, en fait, c'est des systèmes de contrôle qui vont venir inhiber ces réflexes pour adapter son comportement. Je pense qu'il y a, et c'est démontré chez l'animal, chez la souris, c'est extrêmement bien étudié, il y a effectivement des systèmes comme ça de réflexes extrêmement rapides qui sont très utiles face à des dangers qui vont toucher votre survie, d'accord? Surtout quand on est une petite souris, évidemment, si on a un aigle qui arrive à fond au-dessus de nous, on a intérêt soit à s'immobiliser, soit à fuir, se cacher. Et ça, c'est notre survie qui est en jeu. Et je pense que chez l'homme, c'est même sûr, ces systèmes-là de réflexes existent, mais en contexte social, je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes processus qui sont mis en jeu. Et donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça nous dit plutôt qu'on est en train d'évaluer les conséquences potentielles de toutes les actions qu'on pourrait adopter là, à ce moment-là, dans l'environnement, et que c'est plutôt un système de comparaison, comme ça, des valeurs ou des conséquences qu'on pourrait avoir. L'exemple de la colère est assez facile. Face à la colère, l'éviter en permanence, c'est pas toujours très adapté, et la confronter non plus. Donc, vous allez devoir justement évaluer la conséquence de chacune de ces possibilités et choisir celle qui est la plus adaptée là, aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Si c'est de type réflexe, vous avez besoin d'apprendre à inhiber. Donc, aujourd'hui, les gens qui étudient ces réflexes, et je vais vous expliquer pourquoi ça me gêne. Du coup, en fait, ils considèrent que toutes les pathologies sont dues à un déficit d'inhibition, d'accord, de contrôle. Et ce que je vous montre ici, c'est que ce n'est pas forcément un déficit de contrôle ou d'inhibition, c'est peut-être que la valeur des conséquences n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on est déprimé, la valeur de quelque chose de positif est moindre pour moi que pour quelqu'un qui n'est pas déprimé. Et donc, ce n'est pas le même regard sur la pathologie. Ce n'est pas un déficit de contrôle. Est-ce que j'ai raison ou tort? Il faut qu'on continue à faire de la recherche. Est-ce que oui, vous m'entendez? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et vos résultats qui étaient vraiment très intéressants. J'avais une question notamment qui répond à votre dernière phrase sur le codage, finalement, de la valeur de ces informations. Ma question, c'était, ça fait un peu binaire comme choix au final. Soit la personne est neutre, soit elle est en colère, soit c'est positif. Est-ce que vous avez déjà fait une situation où il y avait plusieurs options, plusieurs émotions, et regarder si le système de la récompense, justement, a une forme de modulation selon l'émotion ou selon le choix de la personne? Alors, donc déjà, dans chacune des expériences, on a toujours au moins 2 émotions, d'accord? Elles ne sont jamais présentées en même temps. C'est vrai que c'est binaire dans le sens où j'ai neutre et colère, ou bien j'ai neutre et peur, ou bien j'ai neutre et joie. Vous avez raison. Après, on module l'intensité. Donc, comme on a des morphes, par exemple, dans la tâche d'Emma, on avait 4 niveaux de morphes. Et donc, les premiers niveaux, ils sont assez subtils à voir, d'accord, à percevoir, ou même à être traités. Donc, ça nous permet de moduler.
Maintenant, j'entends votre réponse. C'est ce que disait Nathalie. Le problème, c'est que si on veut faire, par exemple, de l'EEG, eh ben, il va falloir arriver à ce protocole très contrôlé au niveau visuel, etc. Et donc, on est vraiment loin de la réalité. Donc, idéalement, on aimerait faire ça dans des conditions un peu plus réalistes. Donc, aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai vu qu'il y avait Constance ici. Donc, il y a Constance, je ne sais pas si Jade est par là aussi, mais j'ai deux jeunes femmes extraordinaires qui sont en train de préparer une étude en réalité virtuelle. Et du coup, ça nous permet d'essayer de se rapprocher un peu de la réalité, dans le sens où il va falloir que les gens bougent, par exemple, pour aller faire leur choix. Du coup, on rajoute un peu de mouvement, on rajoute encore plus de dynamique. Et alors, on est encore très loin de la réalité. C'est toujours des visages qui sont modifiés par nous, etc. Mais on essaye de se rapprocher. Si on veut faire des statistiques, malheureusement, si je vous demandais de rentrer dans une salle d'attente, je ne peux pas vous demander de rentrer dans cette salle d'attente 600 fois, d'accord ? Ça ne marche pas. Donc, il faudrait que j'ai beaucoup de sujets et peut-être une fois ou 2 fois. On a envisagé ça, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, on essaye de plus en plus de se rapprocher, mais je suis d'accord, pour le moment, c'est assez binaire. On démarque. Et une chose que je voudrais faire, c'est déjà laisser aux gens non pas le choix de approcher et éviter, mais aussi de rien faire. J'ai jamais testé ça, mais je voudrais déjà voir si ça fait quelque chose de différent. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, merci beaucoup encore pour cette présentation passionnante. Je voudrais revenir sur la première partie de votre intervention, sur les différences de réaction face à la colère et à la peur. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'hypothèse que ce sont des expressions qui ne sont pas complètement équivalentes et que la peur est plus intrapersonnelle, plus tournée vers soi, alors que la colère serait davantage tournée vers les autres? Et de cette question et cette hypothèse, une deuxième, est-ce que ça ne demande pas de préciser votre notion clé qui est d'expression émotionnelle? Et comment s'articulent les deux mots? Est-ce qu'il y a des expressions sans émotion? Est-ce qu'il y a des émotions sans expression? Oui, si je vous tire la langue, c'est pas forcément émotionnel. Même si je vous tire la langue parce que j'ai envie de me moquer, par exemple, elle va avoir un contenu émotionnel. Donc, je réponds à la première. Est-ce qu'on a des expressions sans émotion? Oui, probablement. Mais si je considère... Alors ça, c'est la définition des émotions. Là, on rentre aussi dans un grand débat. Si je prends la position que l'émotion est un état, d'accord, un peu central qui va engendrer un certain nombre de modifications physiologiques, hormonales et d'expression faciale, par exemple, je considère que tout ça est coordonné et du coup, c'est pas la même chose que une expression qui n'est pas émotionnelle. Alors, on a un exemple qui est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Par exemple, on sait que si vous souriez parce que vous êtes vraiment content, les muscles faciaux qui sont engagés ne sont pas les mêmes que si je souris pour vous faire plaisir. D'accord ? Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. La première expérience où on a pris la colère et la peur, on a justement pris la colère et la peur parce qu'elles ne sont pas la même signification sociale. C'est exactement pour ça. On voulait 2 émotions de valence négative parce que quand on prend colère et joie, en fait, on a un changement de valence, mais pas en plus du changement de signification. Donc vous dites que la peur est plus intra, oui et non, parce que ce qu'on sait justement, c'est qu'elle est aussi un signal d'affiliation. Elle a aussi une fonction communicative. Quand j'ai peur, je fais aussi un appel à l'aide. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans le monde animal, on va se regrouper pour se protéger du danger, d'accord ? Et donc la façon, c'est de faire, par exemple, des cris d'alarme et de signaler qu'il y a un danger. Et donc, c'est une façon aussi de demander de l'aide. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé de la dépression. Et si ce n'est pas la dépression, mais c'est d'être bipolaire, est-ce que des recherches ont été faites dans les hauts et les bas,
si dans les parties où on est très hyper, qu'on approche plus des gens, et dans les phases basses, on est... Est-ce que des travail a été fait sur ça? Alors, merci pour la question. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de travail qui est fait chez les bipolaires, mais dans des contextes comme ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Là, je vais appeler à l'aide Nathalie. Est-ce que Nathalie, tu as... Attends, prends le micro. Pardon, je demande de l'aide parce que je n'ai pas la réponse, en fait. Il y a effectivement du travail qui est fait dans les maladies bipolaires. Je crois, une des difficultés, c'est que c'est un travail qui est malheureusement fait, surtout sur les phases dépressives. Il y a peu de travail sur les phases maniaques ou hypomaniaques, en fait. Pour une raison qui est circonstancielle, qui est que ces phases, en fait, elles sont dures. Enfin, les gens, en fait, quand ils sont en phase hypomaniaque ou en phase maniaque, souvent, ça peut être dur de les amener puisqu'ils ne sont pas malades, ils vont bien, ils sont hyperactifs. Et donc, voilà, c'est difficile, en fait, d'un point de vue, je pense, du recrutement. Du coup, et puis ça peut même être difficile, l'enregistrement, puisque... Bon. Du coup, à ma connaissance, c'est une question très intéressante, mais on décrit une espèce d'augmentation du positif. Mais ouais, malheureusement, je crois, formellement, c'est un peu moins fait quand même. Mais je ne connais pas assez. Merci. Moi, c'était une question peut-être naïve. Vous avez montré chaque fois 2 hommes, 2 femmes. Oui. Et voilà. Est-ce que vous avez testé femme-homme? Non. Non. Alors, déjà, je fais 2 hommes, 2 femmes. Là, je vais me faire des compliments. Et je teste systématiquement autant d'hommes que de femmes chez mes participants. Ça, c'est un peu parce que dans la littérature, parfois, on n'a que des stimuli femmes ou que des stimuli hommes, et on teste qu'un genre. Donc, on essaye de prendre ça en compte. Effectivement, pour le moment, on n'a pas mélangé les genres dans la salle d'attente. Ça pourrait être fait si on s'intéresse à des comportements justement qui sont genrés. Là, ce qui m'intéressait, c'était l'émotion. Et Nathalie a expliqué ça tout à l'heure très bien. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Emma, je pense que ça lui a pris plus de 6 mois pour préparer ses stimuli. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque paire est matchée en termes de, par exemple, il faut que les 2 visages qui apparaissent sur la scène en même temps sont aussi attirants l'un que l'autre, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un biais dès le début. Il ne faut pas qu'ils véhiculent un signal de menace plus fort que l'autre, même quand ils sont neutres. Donc il a fallu d'abord qu'on égalise tout ça très proprement. Et on s'est dit que si en plus on rajoutait hommes et femmes, on allait vraiment se compliquer la vie. Donc pour le moment, non. Et je pense aussi parce que c'est probablement, on va aller taper dans une autre question scientifique qui n'est pas forcément celle qui nous intéresse aujourd'hui. On arrête pour aujourd'hui. Merci à tous. Bonne fin de journée.